Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et puis aujourd'hui, on va faire la troisième partie et la fin de ce sujet sur le syndrome de Bernard l'Ermite, les barricades de l'âme. Je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous accompagnent pour l'enregistrement de cette vidéo. Et puis à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, bienvenue, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à donner un like, à vous souscrire à la chaîne. C'est une manière très efficace de soutenir notre action et aussi à partager avec vos amis ces sujets parce que ça peut être utile pour beaucoup de personnes. Et puis, la semaine dernière, on avait discuté des 4 premiers mécanismes mentaux qui expliquent certains comportements chez l'homme. Donc, on avait choisi 10 mécanismes, mais ces 10 mécanismes, ce n'est pas la totalité, il y en a beaucoup plus. Donc, on a voulu choisir un petit échantillon de ces mécanismes mentaux pour les porter à votre connaissance, pour que vous puissiez savoir que ça existe et savoir comment ça explique certaines façons de réagir. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre avec le 5e, qui est le processus du déni. C'est le mécanisme par lequel le sujet bloque les événements extérieurs de sorte qu'ils ne font pas partie de la conscience et par conséquent traite les aspects évidents de la réalité comme s'ils n'existaient pas. Par exemple, un fumeur qui nie que fumer puisse causer de graves problèmes pour sa santé. En niant les effets nocifs du tabac, vous pouvez mieux tolérer votre habitude, la naturaliser. Donc, je retiens le terme naturaliser. C'est quoi naturaliser? C'est rendre quelque chose ou un événement ou quelque chose normal. Normal, ou en tout cas acceptable. Oui. Et ça, c'est un processus qui peut être très nocif parce que ça nous empêche de surmonter, par exemple, une attitude qui détruit notre santé, par exemple, ou une attitude qui va causer de la souffrance aux membres de notre famille. Donc ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est le fait de dire non, ça n'existait pas ou ce n'est pas important. La Bible nous parle d'un groupe de personnes qui sont dans cette situation. Et on retrouve cette histoire dans le livre des Révélations, chapitre 3, versets 15 à 17. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. Donc ça, c'est la situation de quelqu'un, mais en réalité, là, ce personnage représente l'Église, la dernière étape de l'Église, c'est-à-dire l'Église de notre temps. Ce sont des personnes qui disent tout avoir, de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit, de tout connaître, de tout maîtriser, d'avoir une entière liberté, et qui en réalité, ils sont d'une pauvreté extrême. Donc ça, c'est un drame dans la vie spirituelle. Mais c'est un exemple qui est donné dans la Bible qui illustre bien ce mécanisme de déni. Ce sont des personnes qui ont dit oui, ben, oui, j'accepte la vérité de Dieu, mais je vais nier certaines parties. Ou j'ai un comportement qui n'est pas en accord avec ma foi, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas bien grave. Voilà, c'est une situation qui est assez triste. Et nous avons le prochain mécanisme, c'est le 6e, La c'est la régression régression. C'est quoi cette histoire de régression? fait référence à toute régression vers des situations ou des habitudes antérieures, un retour à des modèles de comportement immatures. Par exemple, un adolescent qui n'est pas autorisé à aller chez un ami pour un week-end réagit par une crise de colère et crie devant ses parents comme s'il était un enfant plus jeune. Donc voilà, c'est un comportement immature. Donc c'est tout comportement immature. Alors, il est vrai que nous gardons tous Un petit enfant. un petit enfant en nous. Oui, quand on fait une petite blagounette, qu'on fait rire en famille, etc. Mais c'est pas ça, ok? Là, c'est quand on est confronté à une situation, voilà, à la frustration, une situation adverse, qu'on va réagir d'une manière immature, va réagir comme un enfant. Et ça, c'est visible chez beaucoup de personnes, hein, même des adultes, des professionnels. Dans le milieu professionnel, on retrouve souvent ce type de réaction.
raconte souvent une histoire et c'est arrivé il y a pas mal d'années. Je cherchais un responsable d'un système informatique en entreprise. Je vais dans le bureau de cette personne. Cette personne, elle est derrière son écran. Il m'a senti arriver et il s'est caché. Il s'est fait tout petit, parce que je l'avais vu. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à retenir l'envie de rire parce que la situation était vraiment était dantesque. En fait, c'était assez épique comme réaction. Donc vraiment, c'est un vrai exemple d'une réaction immature. C'est que la personne, au lieu de dire oui, je suis là, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou j'ai pas de solution, mais voilà, faire face comme un adulte. Mais il y a beaucoup de gens qui réagissent de cette manière-là, hein. Et au volant, on voit souvent ces comportements, hein. Quelqu'un qui, par exemple, veut s'insérer sur une ligne pour sortir d'une autoroute, et ben, la personne qui est derrière, qui est assez loin, il voit qu'il met le clignotant, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer. Il va accélérer. Ah non, il va me prendre la place, il va me prendre la place. Je vais être devant lui, je vais être devant lui. Oui. Ou les délais les délais de fuite aussi. En fait, ce sont des réactions immatures qui se manifestent chez les gens et on doit être attentif à ne pas tomber dans ce type de réaction. Et puis le septième, c'est la formation réactive. C'est quoi cette histoire de formation réactive? Les impulsions ne sont pas seulement réprimées, mais aussi contrôlées en exagérant le comportement opposé. C'est-à-dire que l'apparition d'une pensée douloureuse est arrêtée, la remplaçant par une pensée plus agréable. Par exemple, une personne qui est très en colère contre un ami, mais lui dit que tout est correct pour éviter les disputes. Oui. Donc, c'est une façon de cacher nos vrais sentiments. Donc ça, c'est assez répandu, et plus qu'on en pense, hein. Et puis, dans la Bible, il y a un personnage qui a fait preuve de cette réaction, même si on ne peut pas le voir à simple vue. C'est le cas de Judas. Et on trouve ça dans le livre Jésus-Christ, en français. Le livre existe en français pour nos amis francophones, vous pouvez vous le procurer. C'est le livre Jésus-Christ, la page 696. Il y a 696, paragraphes 1 et 2. Judas n'oublia pas son rôle de traître. C'est lui qui, suivi de près par le souverain sacrificateur, avait introduit la foule dans le jardin. Il avait donné ce signe à ceux qui poursuivaient Jésus. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Maintenant, il feignait de ne rien avoir en commun avec eux. S'approchant de Jésus, il lui prend familièrement la main, comme un ami. Il l'embrasse plusieurs fois en disant « Salut, Rabbi », et il simule pleurer de sympathie pour lui dans le danger. Et Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et sa voix vibrait de douleur tandis qu'il ajoutait « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Un tel appel aurait dû réveiller la conscience du traître, toucher son cœur obstiné, mais tout sentiment d'honneur, de loyauté et de tendresse humaine l'avait abandonné. Il se montrait hardi avec un air de défi, ne manifestant aucune disposition à revenir en arrière. Il s'était donné à Satan et n'avait plus de force pour lui résister. Jésus ne refusa pas le baiser du traître. C'est un passage assez intéressant parce que, en fait, ça nous met en garde aussi sur ce mécanisme de défense, de la formation réactive. Ça peut devenir un mode de fonctionnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise une fois et puis ça se termine. Ça peut devenir vraiment très profond. Et ça peut nous amener à enfuir derrière toutes ces choses-là des principes vitaux pour notre vie sociale, pour nos interactions sociales et la vie en famille, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ces situations. Et puis Judas, c'est pas un personnage qu'on a envie, à qui on a envie de ressembler. Ça fait pas envie. Mais pourtant, on manifeste à une échelle moindre, mais on manifeste quand même ce type de comportement très facilement. Donc on se doit d'être clair, on se doit de faire face et assumer nos sentiments, parce que c'est le seul moyen de nous rendre compte de nos comportements. C'est quand on essaie quelque part la formation réactive, bah, édulcorer quelque chose qui est inacceptable. C'est un peu le sourd-moi qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. C'est quoi ça? Et le moi, il dit, non, 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 mais c'est pas grave. Non, 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 c'est rien. C'est tout le contraire, hein. Tu te trompes. T'inquiète pas, tout va bien. On essaie de se tromper soi-même par ce mécanisme. Et en essayant de faire ça, ça devient quelque chose de profond. C'est un peu comme Judas, il avait perdu la capacité de revenir en arrière.
Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, ça, c'est une mise en garde et c'est intéressant de voir comment la psychanalyse traite aussi ce type de comportement. Et puis, chez certaines personnes, c'est vraiment pathologique. Okay, ils vont fonctionner que dans ce mode-là. Et il y a aussi un aspect assez inquiétant de ce type de réaction. Qu'est-ce qui se passe quand on n'exprime pas ses émotions, ses pensées? On se frustre, On est frustré. C'est ça. C'est qu'on refoule tout ça dans le subconscient. Et quand ça remonte, qu'est-ce qui se passe? ça explose. Ça fait une explosion. D'ailleurs, hein, l'histoire de Judas le confirme. Qu'est-ce qu'il a fini par faire peu après la condamnation de Jésus? Là, il s'est pendu. Il s'est pendu. Parce que tout ça, ça a revenu, ça a remonté. Alors qu'il était tellement sûr quand il a trahi Jésus, après, il était plus si sûr que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont terminer de la même manière. Donc, il faut faire attention avec ce type de réaction, à ce type de mécanisme qui est assez destructeur. Hein. On va traiter le 8e, donc c'est l'isolation. C'est quoi cette histoire d'isolation? C'est un mécanisme par lequel les souvenirs sont séparés des sentiments, comme un moyen de mieux supporter et tolérer les faits et la réalité. Une idée intolérable pour l'ego est séparée des émotions qu'elle produit, restant ainsi dans la conscience sous une forme affaiblie. Par exemple, rencontrer un épisode traumatique avec une totale... Par exemple, raconter un épisode traumatique avec une totale normalité, comme si on parlait du temps ou de toute autre question triviale. Ça se voit souvent chez les personnes qui ont vécu, par exemple, des catastrophes naturelles ou qui ont vécu en période de guerre, les soldats. Les militaires, ils sont souvent confrontés à ce type de réactions. Donc, l'isolation, c'est quelque chose d'assez répandu, mais aussi les personnes qui ont été victimes d'accidents graves. Une personne qui a des séquelles physiques suite à un accident grave, il va essayer de minimiser ses faits, il va refouler toutes ses émotions au fond de lui, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, ils explosent. Exactement, ça va exploser. Ça revient sur... Donc, l'isolation, c'est oui, on ne peut pas nier voilà, le fait, c'est mon histoire, mais je vais détacher en fait les sentiments de cette histoire. On parlait souvent de deuil. Hein. Le deuil, on parle de faire le deuil. C'est quoi cette histoire de faire le deuil? C'est n'importe quoi comme terme. Je considère que c'est inapproprié. On dit faire le deuil, il faut faire le deuil. Mais ça ne va pas, on ne peut pas faire le deuil. Tout comme accepter le fait qu'une personne soit Oui, morte. c'est ça. Oui, oui, il est mort, mais il faut accepter, mais ça ne va pas. Comment on peut demander à quelqu'un? C'est vraiment un grand manque d'empathie que de demander à quelqu'un qui est dans la souffrance d'accepter l'inacceptable. Quelqu'un qui est en train de pleurer le décès d'un enfant, quelqu'un qui est en train de pleurer le décès de sa famille. En ce moment, au Maroc, il y a tellement de personnes qui sont dans le deuil, dans la souffrance, qui sont dans la détresse, parce qu'ils ont perdu toute leur famille, parce qu'ils ont perdu tous leurs biens, ils sont dans une détresse totale. Comment on peut dire à ces personnes-là d'accepter ces situations-là? C'est l'inacceptable. Et en fait, il ne s'agit pas d'accepter. Il ne s'agit pas de faire le deuil, parce qu'on ne le fait pas. C'est l'inacceptable. Mais il s'agit de l'intégrer dans notre histoire. C'est dire, oui, c'est arrivé, je ne peux pas l'effacer de ma vie, mais comme je ne peux pas l'effacer, je vais construire autour. Je vais l'intégrer dans mon histoire. Ça va enrichir mon histoire. Ça fait partie de ce que je suis. Je pense que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, et j'ai vécu pas mal de situations compliquées, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça serait impossible. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas fier, et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne me réjouis pas, mais pourtant, je dis, ça fait partie de ma construction personnelle. Bah oui, au final, c'est de la valeur. Oui, ça va enrichir. Et Ça apporte de la valeur, surtout si on a appris les leçons. Un exemple, c'est pendant les vacances, on a visité une ville. euh, Talamundi? oui, ça, C'est Talamundi, oui. Talamundi. Ouais. Et en En fait, Espagne. Hein. oui. Et du coup, dans cette ville, ce qui a attiré notre attention, c'est que C'est un village, plutôt. C'est tout oui, c'est vrai, petit. c'est plutôt un village. Dans ce village, au centre, il y a un arbre très, très, très vieux qui est bah, dans le centre du village et ils en ont fait un rond-point en fait. Ouais.
ils ont construit ils ont construit le village autour de cet arbre au lieu de l'abattre. Ouais, Et ils en ont fait aussi le porte-bonheur de la ville, en fait. tout ça. C'est qu'au lieu de dire, ouais, c'est un obstacle, Ou un ils autre se, exemple, ils se sont il y a enrichis. une entreprise à côté. À chaque fois que je promenais le chien, je Ouais. passais à côté et puis je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait un trou sur la toiture et qu'il y avait un arbre. En fait, ils ont construit l'entreprise autour de l'arbre. Ah, c'est joli. Oui, et ça enrichit l'architecture de Ça l'entreprise. se fait de plus en plus, hein. Oui, ça se fait de plus en plus Ouais. Ça fait un jardin intérieur et en fait, c'est le bâtiment qui est construit autour de l'arbre. autour de... Oui. Oui. Mm. Et je trouve que c'est comme toutes ces épreuves qu'on passe, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. euh, Si on retient les bonnes choses, si on apprend les leçons, elles font qu'enrichir la maison. Mhm, exactement. Il y a des concepts de l'architecture moderne, comme la réhabilitation des bâtiments aujourd'hui, dans lesquels on prend l'ancien bâtiment et au lieu de tout couvrir et moderniser, il laisse beaucoup de traces de l'ancien vie, de l'histoire du bâtiment. Et au lieu de la cacher, au contraire, il le met en évidence. C'est un mélange de modernité et histoire ancienne. Et donc, c'est ça, la construction, c'est un exemple. Mais au niveau mental, on fait pareil. Donc, on se doit de faire pareil. Euh, Moi, j'ai perdu mes parents. Euh, je vous assure que ça fait pas mal d'années. Et à chaque fois que j'en parle, et là, à l'instant, il y a l'émotion parce que c'est l'inacceptable de perdre ses parents. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de perdre ses parents. Et, mais pourtant, je me suis construit autour. Et j'ai perdu des êtres chers. Ils font partie de mon histoire. Leurs souvenirs, etc., font partie de nous. Donc, voilà. Comment on doit se construire? L'isolation, c'est un processus qui peut être négatif dans le sens où euh, ces souvenirs et ces émotions qui sont quelque part isolées, déliées, ou en tout cas sont affaiblis, ce lien, il peut remonter à n'importe quel moment. Il suffit qu'il y ait une situation critique pour que ça remonte à la surface. Donc ça, c'est voilà, c'est un processus qui est relativement dangereux. Donc il faut surveiller, il faut voir si on fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent que comme ça, hein. Donc ça peut être très compliqué. Donc le neuvième mécanisme de protection, c'est la condensation. Et c'est quoi cette histoire de condensation? C'est pas de la physique, hein. Mhm. C'est un mécanisme par lequel certains éléments de l'inconscient, contenu latent, se rejoignent en une seule image ou un seul objet pendant le sommeil. Il consiste en la concentration de plusieurs significations dans un seul symbole. Le processus de condensation rend le compte-rendu du contenu manifeste beaucoup plus court que la description du contenu latent. C'est un terme qui découle de l'explication psychanalytique qui rend compte de la création des rêves. Et ça, c'est intéressant. Quand on parle des rêves, souvent c'est du n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs processus qui se passent pendant les rêves. Il y a beaucoup de subconscient. Il faut savoir que pendant les rêves, on est en phase de réorganisation de la mémoire de la journée. Donc, tous les événements, toutes les images, tous les sons, toutes les perceptions qu'on a eues pendant la journée sont gravés en mémoire immédiate. Ils vont être stockés dans notre subconscient. Mais avant d'être stocké, il doit être classifié et rangé. Et c'est quelque chose qui se fait pendant le sommeil. C'est pour ça que c'est important. Il y a des personnes qui me disent, ah, mais j'ai pas de mémoire. Non, j'ai une bonne nouvelle. Mis à part des dégâts physiques au niveau du cerveau, on n'a pas de mauvaise mémoire. On a peut-être une mémoire désorganisée, mais on n'a pas de mauvaise mémoire. C'est que si on ne dort pas assez bien, si on n'a pas un sommeil réparateur, il y a des maladies comme par exemple l'apnée du sommeil qui empêche d'avoir un sommeil réparateur, un sommeil profond. Ce processus d'organisation s'est fait moins bien. Il est incomplet. Donc, du coup, il y a moins de disponibilité de la mémoire pour la journée. Donc, la personne a beaucoup plus de mal à se concentrer. Donc, voilà, ça, c'est une réalité. Donc, si on corrige ça, on peut avoir une bonne rétention de la mémoire. Donc, la condensation, c'est quoi? Il y a cette organisation de la mémoire, mais il y a aussi des éléments du subconscient qui vont se mélanger. En fait, il y a des éléments qui sont dans le subconscient, ils sont là, latents, en latence, et ils attendent qu'à remonter. Et des fois, comment ils vont faire pour remonter? La condensation, c'est un espèce de résumé d'une situation dans laquelle on va utiliser des symboles. Par exemple, un objet peut représenter une personne.
Et une situation peut représenter une autre situation. Donc, c'est un langage symbolique à travers lequel ces expressions qui sont dans le subconscient, ils vont essayer de remonter à la surface et prendre vie dans le conscient. Et ça se passe pendant le sommeil. Donc, c'est pour ça que l'analyse des rêves, c'est intéressant des fois dans un schéma thérapeutique en psychanalyse. Parce que ça peut nous permettre de comprendre les éléments qui sont là au subconscient et qui essaient de remonter pour une raison ou une autre. Ça peut être des choses qu'on a mis, par exemple, des émotions qu'on a isolées, des faits, et qu'on a besoin de les regrouper pour pouvoir les traiter. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant et ça arrive, hein, ça arrive à beaucoup de personnes. Et puis le 10e mécanisme, dernière, c'est le processus de la... Rationalisation. C'est quoi cette histoire de rationalisation? La rationalisation remplace une raison réelle qui n'est pas acceptable pour une raison acceptable. C'est-à-dire que la perspective de la réalité est changée en offrant une explication différente. Par exemple, une femme tombe follement amoureuse d'un homme et commence une relation. Après 1 mois du début de la cour, l'homme rompt la relation car il considère que la femme a une très faible confiance en elle-même et ne le laisse pas respirer. Bien que la femme ait 3 échecs amoureux consécutifs pour la même raison, elle conclut: je savais déjà que cet homme était un perdant, ou encore, dès le premier instant, j'ai su que cet homme ne me convenait pas. On va dire, tant pis, bon, c'est pas grave. Au lieu d'accepter, en fait, Oui. d'analyser, Et de se d'essayer dire de pourquoi ça n'a pas comprendre. marché. Ouais. C'est le cas classique d'une personne, par exemple, à qui ses parents lui disent oui, tu as un mauvais caractère. Ses amis lui disent tu as un mauvais caractère. Et ses maris et son conjoint, sa conjointe lui dit mais tu as un mauvais caractère. Ses enfants lui disent tu as un mauvais caractère. Et la personne elle va dire quoi à chaque fois? Non, j'ai pas un mauvais caractère. Non, j'ai pas une manière de parler inadéquate. Non, c'est parce que il y a toujours une raison. OK? Donc on va toujours trouver une excuse à une situation. Et par ce mécanisme, on essaie de se cacher ou voiler la vérité et ne pas l'affronter. Donc, c'est une situation qui est assez complexe. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire, indispensable, je dirais, pour pouvoir avancer dans ce type de fonctionnement. Il y a des personnes qui fonctionnent que comme ça, hein, par rationalisation. Et ce sont des personnes qui ne vont pas avancer vraiment dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher à avoir raison. Ah, ça, c'est un classique. Le syndrome de j'ai toujours raison. C'est pas important de dire la vérité, c'est pas important d'accepter, c'est pas important même d'avancer. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir raison. Parce que je suis en train de justifier en permanence tout ce que j'ai fait de manière incorrecte. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, mais parce que, au lieu de dire oui, j'accepte. J'accepte, je corrige, j'avance. Et c'est un mécanisme qui est très destructif. Parce que les personnes qui fonctionnent sur ce modèle-là, ils vont avoir beaucoup de mal à avancer dans la vie. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, vous-même ou vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage dans cette situation. Mais voilà, ça peut être traité par un professionnel. Ce sont des situations qui peuvent être réglées, mais il est indispensable de prendre conscience. Dans notre vie spirituelle, nous avons besoin d'arrêter la rationalisation. Parce que, en conclusion, si on arrête de se cacher derrière et qu'on fait face à la réalité, on peut mieux avancer, on peut être plus heureux dans la vie et aider les autres aussi à grandir. Donc, c'est la dernière vidéo de cette partie du sujet de la nature de l'homme sur les mécanismes de défense, donc le syndrome de Bernard l'ermite qui se cache dans un coquillage. Donc, je remercie Tamar de nous avoir accompagnés pour cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont participé pendant l'enregistrement. Et je vous remercie vous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube. Et merci pour votre intérêt, merci pour votre soutien. Et puis une fois de plus, n'hésitez pas à me donner un like, à vous abonner à la chaîne et à partager aussi avec vos amis ces vidéos qui peuvent leur être utiles. Que Dieu bénisse votre curiosité et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.